Deux chiffres suffisent à fendre un récit réputé immuable et à déplacer d'un coup la ligne de lecture. En quelques semaines, la conversion de 15 600 détenus en soldats et la reprise de 92% des zones auparavant sous pression renversent l'idée d'un État condamné à l'affaiblissement. Ce basculement n'a rien d'un slogan, il suggère une mécanique interne, rapide, disciplinée, mesurable, donc politiquement explosive, qui force à reconsidérer les certitudes. Que signifie ce choc pour chacun et pourquoi Ibrahim Traoré s'impose-t-il comme l'axe discret de cette recomposition collective? La promesse de cette analyse est volontairement resserrée parce que l'enjeu n'est pas de produire un récit héroïque mais de distinguer deux choses. D'abord, ce qui relève d'un pari risqué, ensuite ce qui ressemble à un mécanisme potentiellement reproductible, au-delà de l'instant et au-delà de l'émotion. Pour le spectateur, l'intérêt est simple: comprendre comment une décision brève, presque austère dans sa forme, peut déplacer des équilibres que l'on croyait figés sans la confondre avec un succès automatique. Il ne s'agit pas d'admirer une prouesse administrative, mais d'examiner une articulation nouvelle entre justice, sécurité et société, évaluée par des effets observables. Et c'est là que le double risque apparaît. Si le dispositif échoue, il fragilise la confiance institutionnelle et renforce les lectures fatalistes. S'il tient, il ouvre une brèche conceptuelle majeure. La sécurité cesse d'être un apport extérieur et devient un produit interne mesuré par des écarts concrets entre un avant et un après. En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée repassent sous contrôle effectif, et ce chiffre agit comme un signal précoce plus que comme un verdict final. Il oblige à relire autrement la dynamique sécuritaire du Burkina Faso et à replacer la réforme pénitentiaire au centre d'un enchaînement causal précis. Ce pourcentage ne clôt pas le débat, il l'ouvre, parce qu'il fournit un point d'ancrage concret à la question posée dès le départ. Ibrahim Traoré apparaît alors non comme une figure décorative, mais comme l'axe qui relie une reconquête territoriale à une réinvention institutionnelle faite de décisions brèves, opérationnelles et immédiatement vérifiables. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au décor initial. Pendant des années, le Sahel est décrit comme un espace condamné à l'instabilité chronique. Les interventions extérieures se succèdent, les promesses de stabilisation s'accumulent, tandis que les villages se vident, les routes se ferment et l'économie locale s'asphyxie. La peur devient une routine. Les marchés perdent leur fonction sociale. La mobilité se transforme en risque permanent. Dans ce contexte, chaque initiative nationale est perçue comme marginale, voire symbolique. La première rupture survient quand la sécurité cesse d'être pensée comme un apport extérieur et commence à être produite comme un mécanisme interne. La réforme pénitentiaire ne vise pas à corriger un dysfonctionnement isolé. Elle complète une chaîne de choix orientés vers la récupération du terrain et la restauration d'une cohésion sociale minimale. Ce qui surprend les observateurs n'est pas seulement l'ampleur du chiffre, mais sa temporalité. Le retournement est rapide, presque compressé, comme si plusieurs années de stagnation avaient été absorbées en quelques mois. Cette accélération nourrit à la fois l'intérêt et la méfiance. Comment un État, décrit comme affaibli, produit-il un tel renversement sans soutien massif visible? Les premiers effets tangibles apparaissent loin des centres de décision, dans des scènes ordinaires qui fonctionnent comme des capteurs sociaux. À l'entrée d'un village, un agriculteur observe une unité mixte patrouiller avec une constance inhabituelle. Parmi les soldats, certains visages lui sont familiers, associés autrefois à de petites infractions. La reconnaissance ne provoque ni colère ni célébration, mais une attente prudente.
Un salut respectueux suffit à dissiper une crainte accumulée pendant des années, comme si la routine retrouvait le droit d'exister. Dans un quartier populaire, une mère identifie son fils au sein d'une patrouille chargée de sécuriser un marché où il avait été arrêté autrefois. Elle ne parle ni de rédemption ni de miracle. Elle évoque un devoir rendu à la communauté, formule qui circule sans slogan ni mot d'ordre officiel et qui décrit une réintégration visible évaluée par les comportements plutôt que par les discours. Ces microscènes ne cherchent pas à émouvoir, elles révèlent un déplacement. La réforme agit d'abord sur la perception collective avant de produire des résultats chiffrés. La discipline observée, la posture, la constance des routines modifient progressivement la manière dont les communautés interprètent la présence armée. L'uniforme cesse d'être un symbole de contrainte. Il devient un indicateur de responsabilité assumée. Et c'est précisément là que la promesse se matérialise. La sécurité recommence à redevenir une routine partagée, donc une condition minimale pour que la vie sociale reprenne. Tout commence par un geste administratif d'une brièveté déconcertante. Un décret d'une douzaine de lignes, signé par Ibrahim Traoré, circule un matin entre les bureaux du ministère de la Justice. Il n'annonce ni amnistie ni grâce collective. Il ordonne une réaffectation immédiate comme si l'État voulait réduire au minimum l'espace des interprétations. La logique est nette, cesser d'immobiliser une population carcérale jugée improductive et la rediriger vers un service contraignant, structuré et mesurable. En quelques heures, les directions pénitentiaires reçoivent des instructions précises. Les listes sont dressées, les catégories sans concert sont filtrées et 15 600 noms émergent d'un système longtemps saturé, non comme des bénéficiaires d'une libération, mais comme les éléments d'un dispositif. L'activation est volontairement rapide. À Koudougou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, les portes s'ouvrent sans cérémonie. Les détenus ne sont pas libérés au sens classique du terme. Ils sont absorbés. Les chaînes disparaissent, remplacées par des engagements formels. Le contraste frappe immédiatement l'opinion. La transition est brutale, presque sèche, comme si l'État cherchait à éviter toute zone grise entre punition et service. Le pays change de rythme. La vitesse devient un message politique implicite. Elle dit que l'hésitation n'est plus tolérée et que l'efficacité doit désormais être visible. Le point culminant se matérialise quelques jours plus tard dans un centre d'entraînement improvisé mais rigoureusement encadré. Sous un soleil écrasant, des milliers d'hommes se tiennent alignés. Les instructeurs, rompus aux conflits asymétriques, imposent une discipline sans concession. 10 kilomètres de course à l'aube, formation tactique le jour, session civique le soir. L'objectif n'est pas de glorifier l'effort, mais de produire une rupture mentale. Les conseillers d'Ibrahim Traoré évoquent un front de l'esprit, expression qui circule discrètement sans être officialisée. Les observateurs étrangers restent prudents et la même question revient avec insistance. Comment une population décrite comme instable peut-elle se réorganiser aussi rapidement? La réponse ne vient pas d'un discours, mais d'une répétition quotidienne des gestes. La routine remplace l'improvisation. La contrainte devient lisible. L'ancien statut pénitentiaire n'est ni effacé ni nié. Il est encapsulé dans une nouvelle fonction. Et presque aussitôt, les répliques apparaissent dans l'espace civil. Dans les villages, la présence de ces unités modifie les comportements. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent praticables. Les marchés reprennent une activité régulière. Les familles, autrefois cantonnées au parloir des prisons, se déplacent désormais vers les casernes, apportant repas, vêtements, outils. Ces gestes discrets, répétés, signalent un ajustement social profond. À ce stade, la réforme cesse d'être seulement un événement.
Parce qu'elle commence à produire des écarts mesurables entre un avant et un après. Le passage du diagnostic au delta observable devient le premier test de crédibilité du dispositif et c'est précisément ce que revendique Ibrahim Traoré. Non pas empiler des chiffres, mais montrer comment des variations concrètes traduisent un changement de fonctionnement. Pris ensemble, ces repères dessinent une cohérence qui peut être contestée séparément, mais qu'il devient difficile d'ignorer lorsqu'elle se répète sur le terrain. On le voit d'abord sur le plan de la sécurité. Dans les zones couvertes par les unités issues de la réforme, les attaques armées reculent là de 37%. Cette baisse ne signifie pas une disparition du risque. Elle indique une réduction tangible de la capacité opérationnelle adverse. Le mécanisme est lisible. Une occupation plus continue du terrain, une meilleure connaissance des itinéraires informels et une diminution de l'effet de surprise transforment la topographie en espace plus prévisible. Autour de Kaya et de Dori, les embuscades passent de 27 à 17 en un trimestre. Cette variation suggère un déplacement structurel plutôt qu'une simple accalmie ponctuelle, parce qu'elle s'accompagne d'un changement dans la manière de circuler, de patrouiller et de sécuriser des axes secondaires. On l'observe ensuite dans l'économie rurale. Dans le nord, la production agricole progresse de 21% sur la période observée. Cette hausse reflète le retour d'une sécurité minimale permettant l'exploitation continue des terres. Les champs abandonnés redeviennent accessibles. Les canaux sont réparés. Les moissons sont protégées. Plus de 600 hectares sont remis en culture, non par une subvention extérieure, mais par une stabilisation locale des conditions de travail. Les marchés hebdomadaires reprennent leur fonction de régulation. Les flux de transport cessent d'être exceptionnels. Le résultat ne transforme pas instantanément l'économie nationale, mais il rompt une spirale de contraction entretenue par l'insécurité chronique. Et sur le point le plus sensible, celui de la récidive, le taux enregistré tombe à zéro parmi les détenus intégrés au dispositif. Ce chiffre bouscule les attentes habituelles. Il indique une discipline collective orientée vers la cohérence plutôt que la sanction, même si les critiques évoquent un effet de court terme ou une sous-déclaration. Pourtant, aucun cas de désertion ni de rupture de discipline majeure n'est signalé. Dans le même mouvement, 4 établissements pénitentiaires ferment, libérant des ressources redéployées vers des infrastructures civiles. Ensemble, ces données ne garantissent pas la durabilité, mais elles déplacent le débat. Non plus ce que l'État promet, mais ce qu'il parvient effectivement à faire sous la coordination d'Ibrahim Traoré. Deux critiques reviennent souvent dans une lecture prudente et il vaut mieux les formuler dans leur version la plus solide. La première soutient qu'armer d'anciens détenus crée un risque intrinsèque pour la stabilité nationale. Une force issue des prisons pourrait rester traversée par des loyautés fragiles, une discipline superficielle, des tensions latentes. Sous stress opérationnel, un incident isolé suffirait à fissurer la confiance publique et à réinstaller l'idée que la contrainte ne produit qu'un ordre temporaire. À cette inquiétude s'ajoute un argument éthique. Convertir une peine en service militaire brouille la frontière entre justice et utilité et pourrait affaiblir la légitimité du processus judiciaire en donnant l'impression que la sanction devient une ressource plutôt qu'un principe. La seconde objection redoute une militarisation de la détresse sociale. Transformer la marginalité en ressource sécuritaire pourrait installer un précédent ambigu. L'État serait tenté d'utiliser la misère comme réservoir structurel au lieu de traiter ses causes profondes. Des organisations civiles soulignent le contre-coup possible. Si les résultats actuels s'avéraient temporaires, l'effondrement serait d'abord psychologique. La confiance nouvellement acquise se retournerait en sentiment de trahison, augmentant le coût politique et social de l'échec.
Autrement dit, un succès rapide rendrait toute rechute plus destructrice. Face à ces critiques, la réponse la plus robuste ne consiste ni à moraliser ni à minimiser. Elle revient aux faits observables exposés plus tôt, comme on compare un récit à ses effets concrets. Aucune désertion n'est signalée, aucun effondrement d'unité n'est rapporté. La baisse des attaques, la reprise agricole et la récidive nulle ne prouvent pas une perfection, mais atteste d'une cohérence interne qui contredit les scénarios les plus pessimistes. La discipline n'apparaît pas comme un miracle, elle se manifeste comme une routine encadrée, répétée, vérifiable. Et c'est ici que la posture institutionnelle devient décisive. Le dispositif est présenté comme expérimental, donc évalué, plutôt que protégé par un récit définitif sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Rendre l'ordre banal, voilà le test. Ce qui se révèle à mi-parcours n'est pas un nouveau chiffre spectaculaire, mais un déplacement silencieux du centre de gravité. L'enjeu n'est plus seulement de reprendre le terrain, mais de le tenir sans rupture. La réforme cesse d'être perçue comme une réponse sécuritaire exceptionnelle. Elle commence à fonctionner comme un mécanisme ordinaire intégré aux usages quotidiens des territoires reconquis. Et c'est cette normalisation qui change la nature du débat. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'accent se déplace vers la continuité. Régularité des patrouilles, stabilité des itinéraires, prévisibilité des interactions avec les communautés. La souveraineté n'est plus invoquée comme un principe abstrait. Elle se teste dans la capacité à maintenir des marchés ouverts, des routes praticables et une présence administrative minimale jour après jour. Cette stabilisation progressive produit un effet paradoxal. Plus l'ordre devient routinier, moins il attire l'attention médiatique, mais plus il devient coûteux à remettre en cause. La réforme échappe ainsi à la logique de l'événement. Elle s'inscrit dans une temporalité longue où chaque journée sans incident renforce la crédibilité de la précédente. Les villages ne célèbrent pas une victoire, ils ajustent leur comportement. Et c'est dans cet ajustement discret mais répété que se joue la suite. Les effets de la réforme se lisent désormais à travers quatre ensembles dont les trajectoires, longtemps disjointes, commencent à se recouper. Du côté de l'État, la reprise territoriale modifie la nature même de l'action publique. Les administrations cessent de gérer des zones fragmentées et retrouvent une continuité minimale. Plus de 120 taxes commerciales rouvrent et des dizaines de villages récupèrent un marché hebdomadaire fonctionnel. Cette lisibilité réduit les coûts d'urgence et permet un redéploiement progressif des ressources vers des services d'état civil. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un discours et devient une capacité observable. Maintenir des usages réguliers sur un territoire continu. Du côté des forces de sécurité, l'impact est avant tout opérationnel. Les unités issues de la réforme ne remplacent pas les forces régulières, elles les complètent. Leur connaissance des itinéraires informels et des zones grises réduit l'imprévisibilité. La baisse des embuscades, de 27 à 17 autour de Kaya et de Dori en un trimestre, se traduit par une mobilité accrue et une fatigue moindre. Les patrouilles deviennent plus régulières, moins défensives. Le rythme change. La mission n'est plus vécue comme une succession de crises, mais comme une présence durable. Et cette normalisation explique pourquoi les gains sécuritaires se consolident plutôt que de s'éroder. Pour les communautés locales, les conséquences sont immédiatement perceptibles. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle. Les transporteurs reprennent des axes abandonnés. Les artisans et commerçants circulent à nouveau dans les zones rurales. La sécurisation des champs et des canaux permet une exploitation continue des terres, ce qui éclaire la progression de 21% de la production agricole observée dans le Nord. Les gestes de confiance se multiplient.
repas déposés aux casernes, outils partagés, coopération spontanée lors de travaux communautaires. La relation entre civils et soldats se recompose. L'uniforme n'incarne plus uniquement la contrainte, il devient un indicateur de protection encore fragile mais reconnu, parce qu'il est associé à des routines visibles plutôt qu'à des promesses. Enfin, pour les acteurs régionaux, l'effet est stratégique. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour observer le dispositif non par fascination idéologique, mais par pragmatisme. Le modèle intéresse parce qu'il repose sur des ressources internes et une discipline mesurable. Les anciennes puissances restent prudentes. Les rapports évoquent une expérience non conventionnelle sans la qualifier et ce silence traduit une gêne analytique. La stabilisation observée contredit des cadres fondés sur la dépendance structurelle. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la cohérence devient à la fois le principal résultat mesurable et le principal enjeu pour la suite. Dans un horizon de 6 à 12 mois, trois chemins plausibles se dessinent, chacun fondé sur des conditions observables plutôt que sur des projections abstraites. Elles ne décrivent pas des certitudes, mais des chemins possibles selon la manière dont la dynamique actuelle est consolidée ou fragilisée. L'erreur serait de se confondre vitesse et solidité, car ce qui a été gagné rapidement peut aussi se perdre plus brutalement si la continuité se brise. Si la tendance se prolonge sans accélération spectaculaire, les routes sécurisées les restent praticables. Les marchés rouverts continuent de structurer la vie locale. Les unités issues de la réforme s'intègrent progressivement aux forces régulières, sans élargissement massif du dispositif. Les gains agricoles observés se stabilisent, pas de nouvelles poussées, mais pas de recul marqué. La baisse des incursions armées se poursuit à un rythme modéré. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré inscrit la réforme dans une continuité administrative, moins de discours, davantage de procédures, et une évaluation régulière des écarts entre objectifs et résultats. La stabilité reste fragile, mais elle devient prévisible. Si, au contraire, l'ensemble s'amplifie de manière maîtrisée, la coopération entre civils, unités mixtes et forces régulières s'approfondit. Les anciens détenus les plus aguerris deviennent encadrants, renforçant la discipline et la transmission des routines. Les échanges régionaux s'intensifient avec des formations conjointes observées par des délégations voisines. Le Burkina Faso glisse alors d'un statut d'expérimentation à celui de référence technique. La souveraineté ne s'affirme pas par rupture, mais par diffusion progressive d'un modèle adaptable. Ce scénario suppose une constance politique et l'absence d'incidents majeurs. À l'inverse, si la dynamique se fragilise, ce serait moins par une pression extérieure directe que par une faille interne. Un incident disciplinaire grave, une rupture de commandement ou un épuisement logistique suffirait à fissurer la confiance nouvellement acquise. Le contre-coup serait d'abord psychologique. Les critiques trouveraient un terrain fertile. Les partenaires prudents suspendraient leur observation active. L'échec ne serait pas total, mais il réinstallerait une lecture fataliste coûteuse à inverser. La recommandation de méthode reste donc simple. Avancer par consolidation, mesurer chaque étape, puis seulement ouvrir la suivante. Pour une partie de la jeunesse urbaine, la réforme cesse d'être un mécanisme institutionnel abstrait et devient un miroir. Les images d'entraînement largement diffusées ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires, mais comme la preuve qu'un parcours peut être redirigé sous contrainte et discipline. Des étudiants évoquent l'idée qu'un échec n'est pas nécessairement définitif, qu'une trajectoire peut se réorganiser sans être effacée. Cette lecture ne glorifie pas la dureté du dispositif. Elle retient la possibilité d'un recommencement structuré, encadré, mesuré.
Dans les familles, l'impact se joue sur un registre plus intime. Les mères qui attendaient autrefois derrière les barreaux attendent désormais lors des permissions ou des parades. Le même visage, autrefois associé à la honte, apparaît sous un uniforme qui impose le respect. La douleur du passé ne disparaît pas, elle se transforme. Les repas déposés aux casernes, les vêtements offerts spontanément, les outils prêtés lors de travaux communautaires deviennent des gestes de soutien discret. La réconciliation ne passe pas par des discours officiels, mais par une accumulation de preuves quotidiennes, visibles, répétées. Pour la diaspora, la transformation agit comme un contre-récit. À distance, beaucoup avaient intégré l'image d'un pays condamné à la dépendance ou à l'instabilité chronique. Observer une réforme produite et évaluée localement suscite des débats nourris. Certains y voient un modèle de dignité active. D'autres rappellent la fragilité de l'expérience. Tous reconnaissent cependant un point commun. L'État redevient lisible. Il ne promet pas l'idéal, il démontre une capacité d'action. Et ce qui touche réellement le spectateur n'est ni la statistique ni l'uniforme, mais la possibilité d'un changement collectif mesuré, encore imparfait mais assumé. Ibrahim Traoré présente alors une feuille de route structurée autour de leviers simples, conçus pour stabiliser l'expérience et la rendre vérifiable dans le temps. L'objectif n'est plus de prouver une rupture, mais d'éviter une rechute, en transformant une initiative rapide en système ajustable. Pour commencer, tout repose sur une double tutelle défense-justice appliquée à l'ensemble des centres de formation. Cette articulation vise à uniformiser les critères de sélection, à prévenir les dérives et à garantir que chaque recrue traverse le même filtre disciplinaire indépendamment de son passé. La justice n'efface pas, elle encadre. La sécurité n'improvise pas, elle applique. Ensuite, il s'agit de traiter la discipline comme un langage civique partagé. Des modules inspirés de l'entraînement militaire sont intégrés dans certains segments de l'administration et de la formation professionnelle, non pour militariser la société, mais pour créer une continuité institutionnelle entre sanctions, apprentissage et service. Puis l'horizon régional s'élargit. Des accords de coopération avec le Mali et le Niger permettent une observation croisée des dispositifs et une mutualisation de certaines formations afin de réduire l'isolement et d'augmenter la comparabilité des résultats. Enfin, il s'agit de fixer des indicateurs mesurables. Récidive, village sécurisé, infrastructures remises en service, économie budgétaire redéployée. Chaque étape est évaluée. Chaque écart entre objectif et résultat devient un signal d'ajustement. La réforme n'est pas protégée par un récit politique. Elle est exposée aux chiffres. Et c'est cette exposition volontaire qui transforme l'initiative en mécanisme de continuité plutôt qu'en symbole figé sous la coordination d'Ibrahim Traoré. Lors du premier grand défilé, un écho des scènes observées dans les villages refait surface mais à une autre échelle. Les 1500 hommes avancent en rang serré, non plus dispersés par leur trajectoire passée, mais unifiés par une posture commune. Parmi eux, certains répètent le même salut simple aperçu plus tôt, celui qui avait suffi à dissoudre la peur d'un agriculteur. Le geste, reproduit devant la foule, agit comme un rappel silencieux. La réforme ne nie pas le passé, elle exige une tenue nouvelle. Au milieu des rangs, Ibrahim Traoré ne se tient pas à distance. Il marche, observe, ajuste. Le message n'est pas spectaculaire, il est lisible. La transformation ne repose ni sur l'oubli, ni sur la glorification, mais sur une continuité d'exigence répétée jour après jour sous le regard des autres. Dans la foule, les réactions restent contenues, presque prudentes. Pourtant, quelque chose se déplace. La peur recule sans proclamation. La fatalité se fissure. Et une phrase,
sans être scandé, circule comme un clou. La valeur d'un individu se prouve dans l'engagement présent. Ibrahim Traoré n'offre pas une certitude, il expose une possibilité. Rien dans cette trajectoire n'est spectaculaire au sens classique. Tout repose sur des ajustements progressifs, des choix observables et une cohérence construite dans le temps. Pour l'observateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter, mais d'interroger ce que cette expérience révèle sur les marges de manœuvre d'une société en crise. Jusqu'où une communauté peut-elle aller lorsqu'elle décide de produire ses propres réponses avec ses contraintes, ses risques et ses responsabilités? Et quels critères permettent de juger une réforme autrement que par ses intentions ou par ses slogans? Ouvrir ce débat, c'est déjà participer à la dynamique décrite, examiner les faits, confronter les lectures, questionner les limites sans nier les déplacements réels. Si cette analyse a été utile, une manière simple de prolonger la discussion consiste à formuler une objection précise ou à identifier l'indicateur qui vous semble le plus décisif. La question reste ouverte. Ce type de mécanisme peut-il tenir dans la durée et à quelles conditions concrètes Ibrahim Traoré pourrait-il en faire une routine stable plutôt qu'un moment exceptionnel?